Bonjour à tous, bienvenue sur François au défi de la vérité, une émission préparée par la rédaction de François. Nous recevons aujourd'hui un député, ex-En Marche, qui est un trublion, mais avant tout un esprit libre. Bonjour Joachim Son-Forget, Bonjour, bienvenue au défi de la vérité. merci. Depuis un peu plus d'un an et demi de Covid, maintenant vous vous êtes positionné sur divers sujets. Vous avez investi à la fois la polémique politique en vous investissant dans les commissions d'enquête parlementaire. Vous avez aussi été engagé comme médecin, comme citoyen et aussi comme scientifique, on y reviendra. Mais je voudrais revenir d'abord sur votre appréciation générale sur la gestion de cette crise qu'on a devinée en transparence, notamment dans les fameuses auditions des commissions d'enquête à l'Assemblée. Ma position sur la crise, elle a été, et vous pouvez le voir, elle n'est pas dans un camp ou dans l'autre. J'ai trouvé que dans le camp des gens qui étaient contre le camp de l'establishment et de la pensée un peu mainstream, disons-le, hein, aujourd'hui une sorte de forme de pensée unique, il y avait aussi de l'exagération qui nuisait à la cause d'une critique saine et constructive. Et c'est pour ça que je me suis pas rangé du côté des Martine Bonner et autres collectifs de médecins. On l'a vu, certains ont été mis en touche par eux-mêmes en publiant dans des journaux prédateurs ou dans de mauvaises revues ou avec des arguments fallacieux ou en se laissant déborder par de la pensée magique, des médecines dites douces, mais ça c'est nouveau, c'est un amalgame qui est dangereux parce qu'il y a des choses, il y a à boire et à manger dans ce qu'on appelle médecine douce. Mmh. Mais très vite, il y a une forme de camp comme ça qui s'est composé et qui s'est laissé déborder par certains esprits que et moi j'ai la barre du complotisme assez large, donc, mais là on peut vraiment qualifier de complotiste Ouais. et finalement d'irrationnel, et ce camp de l'irrationalité nuit profondément à la cause d'une critique utile face à l'establishment qui voudrait que on soit dans une politique hygiéniste Covid. Donc, je me suis pas positionné évidemment pour l'attitude globale du gouvernement, qui a fait énormément d'erreurs, qui a fait des erreurs en termes de logistique, de commande de matériel au début de la crise Covid, au moment où on se demandait si ce truc était fondamentalement extrêmement contagieux, extrêmement pathogène, et où il fallait avoir un principe de précaution. Mais bon, c'est là où le gouvernement, de multiples gouvernements ont été débordés. Il y a eu des erreurs jamais reconnues, etc. On se cache derrière l'OMS, on se cache derrière différentes structures, derrière le comportement des pays voisins. Derrière le consensus scientifique du moment Exactement. qui n'est pas... Donc moi, mon travail, il a été là à ce moment-là. J'ai jamais voulu faire de la politique médicale. Je suis médecin à côté. Le but, c'était pas de faire la politique de la santé. J'ai fait de la santé publique quand j'étais jeune. Ça n'a jamais été une vocation d'être administrateur de la santé. Mais à ce moment-là, j'ai senti comme citoyen et comme élu qu'il fallait que je m'investisse sur ce sujet. Et donc, j'ai choisi de le faire dans le cadre de la commission d'enquête Covid de l'Assemblée nationale, où j'ai eu la chance d'avoir été membre de cette commission, quand même j'étais non inscrit. Et je suis resté sur des questions qui étaient finalement toujours très techniques et je crois pas polémiques. Certains ont voulu en faire des positions polémiques, elles sont très techniques. J'ai continué à travailler. Alors j'avais un peu délaissé ma carrière académique à cause du mandat, mais finalement on a reconstitué avec des gens qui étaient volontaires à ce moment-là, et certains m'accompagnent toujours, une équipe de recherche basée sur des données ouvertes, rejoint par, on en reparlera plus tard, par des amis de grande valeur, des scientifiques de grande valeur avec lesquels on a publié une lettre d'opinion il y a peu de temps. Donc finalement, il y a eu un travail scientifique avec des publications, il y a eu un travail d'exercice de contrôle de l'action du gouvernement via l'exercice parlementaire. Et oui, il y a eu une parole publique aussi, médiatique, mais j'ai tenté sur ce troisième point de rester mesuré. Ça m'a valu probablement de perdre de l'audience, là où en étant dans la surenchère, j'aurais peut-être pu prendre plus d'audience, mais c'est pas mon style. Contre les apparences, Ça dépend des c'est sujets. pas mon style. Oui, mais sur un sujet qui mérite une analyse complexe, subtile, comme Ouais. dirait un député En Marche, et intelligente, j'ai préféré quand même prendre une attitude on peut pas faire à l'emporte-pièce pour tout sur une question aussi complexe. Ouais. Donc votre ligne de crête, ça a été vraiment de rester rationnel et de pas basculer dans un excès dans une forme d'excès qui a pu égarer parfois certains de vos collègues. Oui, et puis pour différentes raisons, mais je vois que si vous regardez, je vois quand même Didier Raoult lui-même n'est pas le gourou des polémiques qui se déplacent entraîné derrière lui. Oui, Et elle dépasse parfois ses propres propos. oui, probablement. Et
et moi, mon propos, c'est aussi de ne pas me retrouver au milieu d'une sorte vous savez, c'est comme dans Astérix et Obélix, quoi. C'est la guerre entre le poissonnier et le forgeron, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et donc, à part d'amuser la galerie. Vous êtes plutôt le barde bâillonné à son arbre, du coup. Déjà, je ne chante pas faux. Mais vous êtes musicien. Mais non, et bon, je suis trop gros pour. Enfin, je suis pas assez gros pour être Obélix. Donc, mais du coup, vous avez. Chacun porte sa croix. Vous avez investi, y compris le sujet de la publication scientifique. Vous avez publié notamment un papier sur le rôle de la vitamine D et un autre plus récemment sur les effets néfastes du confinement. Oui, ils ont été. Ce papier entre guillemets pionnier sur la vitamine D, il est extrêmement cité, hein, ce papier. Mais alors qu'il a été beaucoup moqué par certains oui, idéologues. Il a été moqué sur pas une erreur, mais sur une précipitation de présentation où en effet il y a une régression sur 2 points qui est faite sur une des figures. Je crois même que c'était une génération automatique, la régression sur cette figure, mais c'était pas le fond du sujet. Le fond du sujet, c'était l'indice que entre les degrés d'ensoleillement et le niveau de pathogénicité du SARS-CoV-2, il pouvait y avoir un lien, et on était dans un des premiers papiers à suggérer ce lien. C'est pour ça que ce papier est beaucoup cité. Oui, il date d'il y a quoi, 9 mois, quelque chose comme ça, ce papier. Régulièrement, on review des papiers sur la vitamine D, donc on voit passer d'autres, et donc c'est intéressant de voir que finalement ce papier un peu pionnier, il est extrêmement cité et qu'il a donné des idées alors que tout le monde trouvait que c'était loufoque. Et c'est là où je vous dis médecine douce entre guillemets, il faut faire attention parce qu'en effet, on est dans le monde occidental, malgré le débordement de nourriture de toutes sortes qu'on peut avoir, il y a énormément, de manière contre-intuitive, des gens carencés avec la vitamine D. C'est un peu compliqué parce que l'exposition au soleil, pour la métabolisation de celle-ci, compte autant que l'apport exogène de celle-ci par la nourriture. Et on entend souvent que les carences sont liées à un seuil théorique qui serait peut-être un peu trop élevé. Les seuils sont adaptés avec la moyenne de consommation et d'attitude d'une population, et donc on a relevé notamment les seuils d'acceptation sur le contenu en cholestérol LDL des populations, parce que celui-ci il va toujours en augmentant chez nous en Occident, où on mange beaucoup d'acides gras saturés et où les taux de triglycérides et de LDL augmentent avec le temps. Donc aujourd'hui on peut être à un taux sain de cholestérol qui aurait été considéré comme malsain il y a quelques années. Bien sûr. Et ça, c'est seuillé de manière différente pour plein de choses. Par exemple, c'est seuillé pour l'exposition au plomb. L'exposition au plomb, elle est clairement, je veux dire, alors sans que vous soyez un tireur sportif acharné qui passe son temps dans des salles emplombées, si vous vivez en ville et que vous êtes exposé aux gaz d'échappement, pour respirer. Et c'est très intéressant, parce que je me souviens d'avoir, dans des exercices professionnels, avoir commandité des analyses toxicologiques sur des masques. Hein. Et c'était intéressant qu'on avait dans l'analyse toxicologique de ces masques tous les stigmates du circuit de production de ces masques, à la fois des produits des solvants qui sont utilisés pendant la confection de ceux-ci, et où il reste des résidus en fait, qui sont des résidus qui résultent de la confection du plastique. Vous savez, c'est en plastique, hein, c'est en polypropylène, en polyéthylène, et donc il y a des toxiques hein, là-dedans qu'on retrouve à des doses faibles. Il y a des choses qu'on retrouve qui sont des gaz d'échappement du transport ou du stockage de ces denrées, parce que alors ce sont des denrées médicales, mais elles sont pas tout à fait traitées comme telles en vérité depuis qu'elles transitent depuis la Chine. Si vous avez des cartons qui sont stockés, par exemple, en gros, il y a beaucoup de passages avec des gaz d'échappement, etc. Le carton est traversé par certains hydrocarbures, et donc ils vont jusqu'au masque, et vous les retrouvez en dépôt. Donc c'est très intéressant de voir qu'en fait finalement dans l'infiniment petit, c'est mon travail comme radiologue de voir ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, et ça me passionne aussi dans des questions comme ça de matériel de protection, parce que c'est nouveau le défi, c'est de comment avec la science, avec la technologie, vous pouvez voir l'invisible, détecter l'indétectable avec nos 5 sens, un peu plus en vérité. Et là, en la matière, on voit vraiment que voilà, il y a des tas de choses où on est à la fois surexposé en certaines choses et qui sont mauvaises pour la santé, et on peut être aussi sous-exposé pour certaines choses qui sont nécessaires par contre pour notre métabolisme. Donc là, dans ce cas-là, il y avait ces carences vitaminiques, c'était intéressant. Il y a eu le sujet du zinc, il y a eu le sujet donc de la vitamine D.
Et à nouveau, on est largement, je pense, inconscient de ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin. Ouais. Et la science, elle est là normalement pour éclairer ce genre de choses. Et alors, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, on a aussi pris des mesures de très grande ampleur qui étaient liées sans doute à des lacunes ou des carences d'anticipation sur d'autres sujets. Et vous avez aussi publié là-dessus un papier que vous co-signez qui s'appelle, je vais le traduire en français, les effets secondaires des politiques de santé publique contre la Covid-19, l'histoire d'une surréaction. Donc, vous pensez vraiment qu'on a surréagi? C'est pas une lecture trop facile a posteriori? Non, ce papier, il vient d'être publié là dans Frontiers, mais il a été... Qui est une grande revue scientifique. Exactement, donc dans la revue Santé publique, il a été pris, on est très content, mais ce papier est écrit depuis des mois. Il est écrit depuis des mois. La rédaction date de quelle période à peu près? Je sais pas, ça fait plus de 6 mois qu'on traîne ce truc. Ouais. Mais parce qu'on a des opinions très affirmées là-dessus, qui n'ont pas changé. Contrairement à certains membres du conseil scientifique qui nous ont expliqué en début d'année que le confinement finalement était une surréaction délétère. Mes opinions n'ont jamais... Alors, on peut changer d'avis. Je crois que c'est ce que défend Didier aussi à Marseille, de dire, si on me prouve que j'ai tort, je dirais volontiers que j'ai tort. On fait pas de la politique, on fait de la science dans ce cas-là. C'est pas grave d'avoir tort. D'ailleurs, en science, changer d'avis n'est pas forcément avoir tort. C'est plutôt, enfin, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Je ne changerai pas d'avis sur la question. mais la vérité, c'est que ce papier est écrit depuis longtemps, mais la pensée mainstream étant ce qu'elle est, avec la censure sur les réseaux sociaux, avec nombreux comités de rédaction qui ont peur, on n'a pas pu le publier. Et pourtant, il a été soumis à des journaux sérieux. Et mes co-auteurs, en tout cas, alors, il y a des gens qui ont moins l'habitude de publier, qui sont plus jeunes, qui ont travaillé avec nous là, sur ce papier, mais nous sommes deux seniors auteurs, où on a d'habitude, on publie comme on veut, que j'entends, enfin, on publie facilement. Vous avez ce statut qui vous ouvre normalement les portes mais en tout cas, dans votre domaine, dans mes domaines, dans mes domaines de la radiologie, de l'imagerie, des neurosciences in extenso, j'ai toujours pu publier sans souci. Mais pour une fois, je me suis retrouvé face à un mur avec ce papier qui était, qui finalement devient un papier d'opinion, mais qui est quasiment une review en même temps, en plus de suggérer quelques différentes choses. C'était très difficile. Et Marc Changizi, qui écrit avec nous ici, quelqu'un que j'admire beaucoup depuis des années, on se connaît bien. Mais il faut savoir que Marc, c'est un psychologue évolutionniste intéressé à l'évolution, qui est reconnu dans le monde entier, qui a écrit des best-sellers dans le monde entier, qui n'est pas quelqu'un de politisé, et qui est dans des attitudes aujourd'hui, je vois sur ses attitudes sur les réseaux sociaux, on dirait presque un divisio américain, alors que c'est pas Marc, Marc n'est pas quelqu'un de dogmatique, mais il a été l'inspiration de Stanislas Dehaene, qui est le président du comité scientifique de M. Blanquer, là, qui a été mon maître de stage en master, mais puis qui m'a appris les neurosciences, en fait, quand j'étais jeune étudiant en médecine. Mais c'est vrai qu'on a là une sommité des théories de l'évolution, de la psychologie expérimentale, qui a expliqué le pourquoi du comment des illusions d'optique, des biais cognitifs, de nombreux biais cognitifs, il a expliqué aussi pourquoi nous aimons la musique, quelles sont les origines, en faisant un lien. Qui vous parle, mais en faisant un lien un parallèle entre la musique et le déplacement de l'homme. Enfin, c'est très intéressant. Et Marc fait partie des gens qui ont vraiment inspiré des neuroscientifiques dans le monde entier. C'est un mec sérieux. Et on s'est rencontrés sur nos avis communs, à la fois sur l'inutilité des couvre-feux et autres confinements, sur l'inutilité partielle des masques de la façon dont leur port nous est imposé, et sur les conséquences psychologiques désastreuses, à la fois du port du masque, notamment chez l'enfant, et des conséquences psychologiques des dits couvre-feux et confinements. Parce que l'inutilité, c'est une chose. La morbidité, la mortalité de telles mesures de masse est une autre chose qui est bien plus grave. Qu'on relève. Ça, effectivement, vous vous êtes pas réveillé récemment sur ce sujet parce que vous disiez déjà
en novembre 2020, mais sans doute même encore avant, que pour les enfants, le principe de précaution devrait s'appliquer et que le port du masque obligatoire et généralisé, notamment à l'école, n'avait pas de légitimité scientifique. Je me suis exprimé en commission là-dessus devant Monsieur Castex, qui n'opinait rien de ce que je lui racontais. Mais c'est un monsieur qui aurait dû rester au mieux sous-préfet à Creux. J'entends, je veux dire, c'est assez honteux. Je veux dire, on peut pas, pour faire de la politique politicienne, mettre des gens comme ça Premier ministre. C'est un scandale. Il n'a pas le niveau pour vous d'être Premier ministre? Bien sûr que non. Là, je veux dire, même comme chef de gare du Paris-Nice, c'était un peu douteux déjà. J'entends, je connais des chefs de gare qui sont un peu plus. Bon. Et moi, j'ai un vrai souci comme ça avec les gens qui nous gouvernent, parce que si vous voulez, en temps de paix, c'est l'autre qui a dit que c'était la guerre, c'est pas moi. En temps de paix, oui, mais quand je suis énervé, je dis l'autre. Le problème de la familiarité, quand vous connaissez trop les gens, c'est bon. C'est apparemment ce qu'Édouard Philippe dirait à son propos pour avoir partagé des soirées arrosées. En temps de paix, disiez-vous. En temps de paix, au whisky. Et en temps de paix, si vous voulez, ouais, alors je vais utiliser le levier de la TVA, je vais utiliser le levier de la CSG. Bon, même moi, je vais vous dire, bon, écoutez, ouais, Fillon préfère avec la TVA, Emmanuel préfère avec la CSG, CRDS. Bon. J'avoue que j'ai pas d'avis extrêmement tranché, au point d'en faire une croisade personnelle. Une croisade. Et je vais mettre en danger ma carrière politique parce que je suis absolument pas d'accord avec ce jeu. Vous voyez, il y a des limites. Mais là, en temps de guerre, à nouveau, c'est vous démasquez l'incompétence des gens, parce que vous pouvez pas juste avoir des bullshit jobs où vous occupez un peu tout le monde. D'un seul coup, c'est le moment d'être acéré, il faut faire des choix. D'avoir un fond technique très fort où vous pouvez simplement faire des erreurs grossières si vous n'avez pas cette connaissance technique de fond et emmener tous les gens au casse-pipe. C'est un peu comme si vous preniez des gens qui n'avaient l'habitude que de ce genre de bullshit job pour occuper, vous savez, les fameux communicants. Et il y a toujours un mec qui tient la glo de celui qui tient la glo. Donc, c'est quand vous faites un avion, vous pouvez pas mettre des gens comme ça. Faut mettre des gens solides, du manutentionnaire qui assemble les pièces jusqu'à celui qui a pensé l'avion. Et pour vous, dans cette gestion de crise, on a pêché en la matière en plus communiquer qu'agir. On n'a ni des pilotes d'avion, ni des ingénieurs en aéronautique, ni des ouvriers spécialisés dans ce domaine. Ouais. On a des gens qui ont l'habitude d'enrober le bonbon. Ouais. Mais qui savent pas le faire, qui savent pas confectionner le bonbon, qui n'ont pas fait la recette, qui l'ont pas cuit, qui l'ont pas fait refroidir. Et donc on a des gens incompétents. On a des gens incompétents, je veux dire, voilà. Bon, Madame Buzyn, elle nous a dit beaucoup de bêtises. Elle est maintenant votre voisine en Suisse. Oui, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'elle ne paie pas d'impôts. Elle n'a pas de TVA sur les achats de véhicules et alcool et tabac et autres denrées, comme tout international à Genève. Et elle participe à la hausse des prix de l'immobilier à Genève pour tous les gens qui n'ont pas statut. Donc vraiment, nous, on a la double peine avec cette dame. Et rappelez-vous, j'ai interrogé en commission, je lui demande, donc les rapatriés de Wuhan, et à l'époque, c'était pas sorti, je le tenais de très bonne source. Vous avez pas de source du sud de la France, on imagine. Et je lui ai dit, mais madame, c'est un peu intéressant quand vous les rapatriés de Wuhan, quand ils sont arrivés, il n'y a pas eu de test? Oui, parce qu'on rappelle que vous avez voulu faire plutôt une commission d'éthique. Elle s'est déplacée en personne pour accueillir l'avion qui atterrissait sur le tarmac donc dans le sud de la France, et elle a refusé que des tests, alors que l'IHU de Marseille, pour ne pas le citer, proposait ça vient d'être dit récemment dans la presse écrite. Oui. Mais dans le livre de Ariane Chemin et Marie-France Etchegoin. Mais donc, comme vous voyez, moi, ça fait déjà pas loin d'un an que je pose cette question à Madame Buzyn. Et celle-ci me répond, ah mais vous voyez, il y avait des familles, et puis les enfants, ils étaient fatigués. Oui, et puis on pouvait pas leur faire signer un consentement éclairé de 4 pages. Alors moi, je trouve ça très intéressant quand même qu'il faut faire signer de la paperasse et éviter de faire des tests parce que les gens sont fatigués. Bon, moi, j'ai déjà reçu des gamins fatigués en porte aux urgences. Eh ben, c'est pas parce qu'il est fatigué qu'il a mal que je vais pas lui faire les prises de sang pour savoir ce qu'il a. Ouais. Donc on a pêché par idéologie. Donc c'est une attitude médicale qui est irresponsable, qui n'est pas la façon de faire. Et donc là, on voit qu'il y a déjà des erreurs à ce moment-là. Et à nouveau, qu'on voit les gens en commission
ils ne s'excusent pas, ils ne demandent pas d'excuses, ils ne font pas de mea culpa. C'est cette arrogance, c'est pas tant l'erreur que la non-reconnaissance de celle-ci qui est gravissime et qui est à l'origine d'une grogne publique, parce que d'une grande défiance. Exactement, une défiance et ensuite vous avez, voilà, je veux dire, Olivier Véran est sympathique, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, il fait de la politique depuis maintenant un peu de temps. Il a vaguement une consultation d'une journée à l'hôpital. Et il n'a pas un CV scientifique, il a un CV d'un médecin praticien, ce qui est honorable. C'est tout à fait honorable. Non, non, c'est tout à fait honorable. Et c'est tout à fait honorable d'être un médecin de proximité. Il a oublié qu'il était médecin pour vous dans cette crise. Mais surtout, comment dire, c'est ces gens qui pètent au-dessus de leur cul, quoi. Excusez-moi, comme ça c'est plus clair. Parce que là, je fais des grandes phrases, on va essayer d'être un peu plus clair. Il a écrit vaguement de Case Report, c'est ça, sa liste de publications. Des rapports ça, de cas. Voilà. Moi, je fais des travaux de recherche originaux. On passe des années à travailler sur un sujet. Il y a les 3/4 des choses qu'on n'a pas publiées parce que ce sont éventuellement des échecs. Et il faut remettre du cœur à l'ouvrage. Mais c'est pas un rapport d'un cas isolé qui fait de vous un scientifique. Ouais. Et donc, je pense qu'il n'a pas le mindset, il n'a pas je parle comme Jean-Claude Van Damme, excusez-moi, il n'a pas l'état qui a l'air d'avoir des avis sur la crise assez intéressants du reste, mais il n'a pas cet état d'esprit qui lui permet il n'a pas été formaté pour pouvoir faire de la science. Ouais. Et donc, comment pourrait-il avoir ce recul je ne sais pas, je ne comprends pas. Alors, concernant les revues scientifiques, le 22 mai 2020 paraissait une étude dans la prestigieuse revue, selon son épithète habituelle, The Lancet, qui faisait l'effet d'une bombe, qui allait avoir des effets majeurs sur l'arrêt de grands essais cliniques notamment, et qui en fait était une fraude grossière, une manipulation énorme. Et vous avez joué un rôle, on s'en rappelle, assez malicieux et décisif dans le dévoilement de cette fraude. Comme beaucoup d'autres, mais vous étiez l'un des premiers à avoir investigué, notamment sur le rôle de la fameuse directrice des ventes. En fait, j'ai mis le coup de grâce, parce que c'est-à-dire qu'en ce moment, on est plusieurs à se poser les questions, disant comment ils ont des données ethniques sur la France. Et donc, on cherche tous un petit peu. Moi, je lance des gens en plus de moi, qui ont l'habitude de faire l'intelligence économique. On trouve une maison au nom des parents d'un des auteurs. On voit que c'est quelqu'un qui a 2 auteurs qui sont liés par alliance, les 2 Indiens là, enfin 2 des Indiens. Mandip Mera. Et puis non, c'est pas Mera, c'est l'autre qui est lié avec qui est lié avec le Sapan Desai là. Oui, le Sapan Desai vous a intéressé à ce moment-là. Ah non, mais le type il est formidable. On voit que c'est un mec qui est pas du domaine, qui commence à s'intéresser aux neurosciences en faisant truc de TMS, il essaie de lever des sous, ça marche pas. Il y a une maison qui appartient aux parents de sa femme, il y a quelqu'un il est lié par alliance à un autre des co-auteurs qui est aussi indien. Ils ont mis une star, Mera, là, pour avoir la caution pour pouvoir publier. Ouais. Tout ça est hyper bizarre. D'ailleurs, il était peut-être même pas au courant de l'origine des données. Après, il avait donné une interview à France Soir. Oui, mais voilà, je veux bien, mais ça veut dire qu'il n'est pas son travail, ce monsieur. Il n'est pas sérieux. Il fait partie de ces gens qui mettent leur nom sur des papiers pour augmenter leur liste de publications sans rien faire. Donc c'est honteux. Et puis ce monsieur Desai, là, il y a plein de choses qui vont pas. Il y a des titres qui vont pas. Il y a son prof de lycée décédé qui est dans le board de sa boîte sur Giffer. Là, je fais une grosse enquête. Puis j'ai mis des gens un peu sur le coup aussi. On a cherché. Mais tout ça, c'est passé sur Internet. Moi, j'ai fait j'ai cherché les coordonnées, les numéros de téléphone, les emails de tout le monde. J'ai fait un vrai travail. Et à un moment donné, il y a cette sorte de directrice des ventes qui apparaît dans une vidéo de promotion. Ryan Anderson. Et voilà. Et là, d'un seul coup, on la voit sur un site qui s'appelle Model M, qui est un site de modèle. Mais bon, quand vous êtes là, de là au porno, il y a qu'un pas. En tout cas, peut-être les initiés savent à ce moment-là. Là, vous en étiez donné à cœur, je me rappelle. Là, on s'en rappelle sur les réseaux sociaux. C'était le coup de grâce parce qu'il y a un moment. Vous découvriez petit à petit. Parce que je parle une des premières qui a publié un article, c'est une journaliste de The Scientist ou quelque chose comme ça, et j'ai échangé avec elle, je lui donne des données en plus parce qu'elle commençait à écrire un article, etc. Après, il y a eu le Guardian aussi qui avait. Oui, mais c'était après. Oui, ça c'était quelques jours après. Vous c'était vraiment le week-end suivant la publication. Oui, ouais. Et surtout, le coup de grâce, ça suffisait pas, le vieux prof de lycée mort, la suspicion que le mec était un escroc. Il fallait un truc pour les Français, quoi. Oui, il y avait quand même un faisceau. Il fallait un truc de cul, quoi. Et donc, à un moment donné, il y a. Donc là, je dois dire, la paternité me revient, je le revendique, parce que toute personne me revendique cette paternité, mais à ce moment-là,
on a trouvé le coup de grâce, c'est-à-dire qu'on repère le grain de beauté dans le cou de la fille, et on retrouve la même fille dans des positions un peu plus... Que la décence interdit d'évoquer ouais, ici. je peux pas trop dire trop, là, même moi je suis choqué, et j'ai été extrêmement choqué en voyant toutes ces images. Et donc, et là, il y a un petit gars, là, enfin, un petit gars, quelque chose qui est un garçon qui a fait des études, qui est intelligent et qui m'aide à mettre le coup de grâce, quand on trouve les photos pornographiques de la dame qui n'est pas du tout directrice des ventes. On analyse tout son Facebook, clairement elle fait des missions comme ça, comme modèle, pour faire semblant de représenter des boîtes. J'ai tout, il a été désactivé depuis, on a tout aspiré, on a tout regardé, et on trouve la même fille, le même grain de beauté, machin. On voyait en temps réel, d'ailleurs, les données disparaître et ressurgir par ceux qui les avaient archivées. Exactement, on va sur des web archives, on fait tout. Et là, on balance, et le coup de grâce, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que moi, je balance à la journaliste en question les données sur l'actrice porno, et surtout, là, j'envoie un texto à Didier Raoult en lui expliquant que c'est une actrice porno avec preuve à l'appui. Je fais pareil chez le président, et puis pour qu'il me croie, je lui mets les photos en bonne position de la dame. Vous êtes fait un malin plaisir Je crois qu'il n'y a personne qui a envoyé des SMS porno au président de la République depuis très longtemps pour l'intérêt général, bien sûr. Pour l'intérêt général. Et donc, et à ce moment-là, il me dit, je me rappelle, je dis, une fois, je dis ce qu'il dit, et il me dit quand même, t'es vraiment un sacré cas, quoi. Mais au moins, le truc, il est drôle comme ça, tu vois, la chloroquine, là, c'est vachement dangereux pour le cœur, hein. Et là, c'est le truc, il explose à ce moment-là. Le fameux Lancet-Gate. Mais Raoult, il en peut plus, il rigole dans sa barbe, parce que de l'autre côté, il y a Yanis Roussel qui me réécrit, et il me dit, voilà. Donc, mais là, donc le Lancet-Gate, le moment où tout bascule, excusez-moi, c'est quand même le moment où Madame Anderson est dévoilée. Et elle n'est pas directrice des ventes, mais elle avait l'habitude de se dévoiler, mais pour d'autres. Exactement. Bon, je trouve c'est tout à fait respectable. Hein, il n'y a pas de problème, mais dans ce cas-là, il faut pas enfumer les gens, quoi. Et donc au-delà du côté croustillant et rocambolesque de cette affaire, ça pose quand même des très graves questions sur la crédulité des autorités de régulation. Mais tous les abrutis qui se sont fait avoir, je veux dire, Olivier Véran qui prend au sérieux ce papier pour empêcher de presser l'hydroxychloroquine en France, le réseau des soi-disant no fake med, enfin qui sont surtout des mais on peut citer des dizaines de gens qui vous avez les abrutis, vous avez là les ratés de la science et les abrutis de la médecine, je veux dire. Il y en a beaucoup dans le monde des médias aussi, de journalisme, qui ont foncé dessus. Ah oui, des Monsieur Cohen et Pour autres. la plupart ne se sont jamais dédiés d'ailleurs. Non, Gérard Haro qui fait là, oui, le Lancet, autorité. Tous ces gens dévoilent leur incompétence crasse dans les domaines médicaux et scientifiques. Sylvain Chazot et beaucoup d'autres. Mais on dévoile l'incompétence crasse du niveau technique des gens. Donc, dans ce cas-là, il faudrait que ces gens s'interrogent. Soit il faudrait qu'ils s'expriment pas sur des choses qu'ils peuvent pas maîtriser, qui sont trop complexes pour eux. Je veux dire, moi, je m'exprime pas en astronomie. Je sais reconnaître Orion, mais sinon, je suis une pine, quoi. Donc, il y a un moment, il faut accepter le principe de la compétence. Et la finitude aussi, exactement. Et donc, mais vraiment, à ce moment-là, ça dévoile les choses. Mais il faut établir la liste des gens qui sont trompés à ce moment-là, parce que ce sont des gens qui peuvent être potentiellement extrêmement dangereux dans d'autres prises de décision dans la vie publique. C'est ce qui pardonne pas, c'est que ça a dessillé les yeux de beaucoup de gens sur leur réel niveau de compétence. Et pourquoi ces gens sont pas jugés ? C'est-à-dire, pourquoi les gens qui sont instigateurs de cette étude ne sont pas jugés? Pourquoi on les voit pas sur la place publique, dans les médias, où en sont les enquêtes du FBI, où en sont les enquêtes internationales? Je veux dire, c'est une enquête qui relève même d'Interpol. Je veux dire, c'est gravissime pour le monde entier, ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ça a sans doute causé des morts indirectement. Oui, et l'autre étude dans New England, on censait le Remdesivir. On en a moins parlé, mais c'était la même. Donc c'était la même mouvance. Il y a la même équipe qui travaille dans l'équipe de New England. Il y avait un cardiologue zurichois en plus, qui est vraisemblablement pareil. Il fait, mais j'ai mis mon nom, je savais pas. Mais bon, donc, mais je tiens quand même à la paternité de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase sur ce Lancet-Gate, parce que, écoutez, comme d'habitude, les Français aiment bien les frivolités. Donc, c'était bien de le rappeler, d'autant plus que François avait à l'époque traité en long, en large, en travers ce sujet, et que beaucoup étaient arrivés par des canaux différents. D'ailleurs, il y a eu plusieurs voies d'analyse qui sont arrivées à la conclusion que ça ne pouvait être qu'une grossière fraude, et donc vous y avez apporté votre pierre. Ça, je veux dire, c'est ma plus grande fierté sur la partie, sur ma vision de la commission d'enquête Covid de l'Assemblée nationale. Tu es dans l'œuf malheureusement, mais en tout cas, on a fait notre travail à ce moment-là de vigile de la République. C'était bien d'avoir l'occasion de le rappeler. Et vous avez donc un
un bagage scientifique et une production scientifique, mais vous avez aussi été praticien, vous l'avez revendiqué à plusieurs reprises, en assurant durant cette crise quelques gardes. J'ai travaillé beaucoup, j'avais beaucoup de télémédecine et donc je voyais beaucoup de déserts médicaux français et avec je voyais les pics de Covid parce que d'un seul coup j'avais 20 scanners Covid la nuit, etc. Et encore à cette époque-là où on n'avait pas les tests, quelle grave erreur de ne pas avoir donné accès à la radiologie en faisant des scanners low dose, des scanners peu irradiants, c'est-à-dire aussi peu irradiants qu'une radio de thorax, hein, quasiment. Et à la place, on faisait des radios de thorax. Parce que c'est le doc qui fait des radios de thorax à entrer aux urgences. Une radio de thorax ne vous donne pas ne vous permet pas de diagnostiquer un Covid au stade précoce ou même intermédiaire. Vous permet de diagnostiquer des cas très avancés. Alors que le scanner était une façon quasiment pathognomonique, quasiment avec une signature de la maladie, de repérer ces pneumonies virales à SARS-CoV-2 qui sont très typiques au scanner, même quand elles sont extrêmement débutantes. Et ça, c'était à nouveau une de ces erreurs. Il était palpable que on pouvait avoir des indices de toute la France comme ça. Si on avait utilisé le réseau des radiologues, vous aviez des indices de progression de la maladie. À l'époque, on ne savait pas pour les eaux usées, on n'avait pas le matériel pour les tests. Tout ce qui pouvait servir, on a décrété que ça servait à rien. On parlait de thrombose. Les eaux usées, il y a encore des gens qui me disent que ça sert à rien de faire la surveillance parce que c'est inexploitable, etc. Les radiologues ont parlé des cas de thrombose, qu'on a vu des embolies pulmonaires très tôt. Avant qu'on ait des recommandations pour dire qu'il fallait faire des scanners injectés, ça a mis des mois à nouveau. Je veux dire, quand il y a eu les ORL de Paris, qu'on envoyait un message un peu à tous les médecins de France en disant on voit beaucoup d'anosmie, c'est quand même bizarre. Voilà, en ce moment-là, moi peut-être d'autres personnes, j'ai fait des recherches sur Google, des recherches de perte d'odorat, des gens qui cherchaient. Et voilà, c'était corrélé à quelques semaines avant quelques jours avant le moment où on annonce qu'il y a des pertes d'odorat et de goût. Enfin, la perte de goût est secondaire à la perte d'odorat. Une grande partie de notre goût vient de l'odorat. Et donc tout ça, c'était des signes tout à fait palpables et précoces de ce qui était en train de se passer. De la même façon, moi, comment dire, les masques, c'était pareil. Il y a toujours une grande incompréhension des normes. Les normes ont été adoptées à la mauvaise qualité du matériel qui était envoyé depuis l'Asie ici. Vous en avez parlé en commission d'enquête parlementaire moi, aussi. Moi, depuis le départ, je connais les matériels de protection individuelle comme ça, ce qu'on appelle PPE, parce que je connais ces normes par rapport aux masques, notamment militaires. Je m'étais intéressé pour les normes de ce qu'on utilise pour le tir ou pour les troupes d'élite, etc. Et donc au départ, en connaissant pas la maladie, moi-même, je suis le premier à ne pas être sorti de chez moi, à désinfecter les courses à la maison. Je portais un P100 avec un filtre où il y a une grande surface de filtration. Bon, mais après, j'ai relâché la garde au moment où, de manière logique, je pouvais analyser qu'il était possible de redescendre le niveau d'inquiétude. Et en anticipant, je veux dire, à titre individuel, j'ai fait des réserves à la maison. Je suis pas survivaliste fou, mais j'ai fait des réserves de nourriture, y compris de nourriture sèche, de différentes choses. On pouvait avoir besoin s'il fallait évacuer. Et évidemment, ça fait sourire parce qu'à ce moment-là, ça n'a servi à rien après. Mais les choses étaient prévues quelques jours, semaines à l'avance, de telle sorte que s'il avait fallu faire face à une réelle pénurie de. Écoutez, si vous aviez quelque chose de la pathogénicité d'un Ebola et de la diffusion plus importante qu'Ebola qui reste souvent dans les foyers comme ça, les chaînes logistiques seraient vite arrêtées. Vous n'avez plus de courses, vous n'avez plus d'essence, et ça va très vite. Et vous avez vu des débordements de violence entre les gens. Ça paraît scénario catastrophe. Vous voyez qu'on a de la chance que ce SARS-CoV-2 n'était pas si méchant. Et je m'excuse. Alors, à nouveau, si je dis ça, il va y avoir plein de vierges effarouchées qui vont venir en disant il insulte les soignants, il insulte les gens qui sont morts, les gens qui sont malades. Arrêtez votre bazar. En effet, il y a une pathogénicité qui est largement inférieure à ce qu'elle eût pu être. Est-ce que notre pandémie sera peut-être. Donc il faut. Et on peut le dire sans être accusé d'être indifférent au sort de ceux qui ont été frappés par ces maladies. Et des masques imparfaits à grande échelle, il y a une logique. C'était une logique statistique qui est telle qu'en effet, un dispositif imparfait à grande échelle, d'autant plus s'il y a une réciprocité des échanges et des transmissions, ça a de la valeur. Oui. Mais à nouveau, je veux dire, à un moment donné. Oui, dans un ascenseur confiné, mettre un masque, arrêter de respirer, ce que vous voulez, c'est pourquoi pas. Mais d'une part, avoir fait une sous-norme avec des masques en tissu, qu'est-ce qu'on s'est fichu de la tête des Français, j'entends là. Les fameux masques grand public. Oui, parce que les masques dits chirurgicaux FFP2 sont des matériels dits non tissés. Donc, ce sont des textiles
où volontairement, vous avez un enchevêtrement aléatoire de fibres, de telle sorte qu'il y a une surface qui elle, le filtre en soi-même. Et en plus, il y a des forces électrostatiques qui empêchent, parce que ce sont des matériaux, le mel blanc est un matériel chargé électriquement, ce qui permet à des particules légères, comme les virions, de pouvoir être repoussées à l'extérieur du masque. Le masque au-dessus, c'était mieux que rien à l'époque, dans le doute. C'est pas mieux que rien, dans le doute faux, avec les gouttelettes. C'est ce qu'on nous a expliqué, en tout cas, au moment où ils ont été généralisés. Un textile, un tissu, un textile tissé et orienté avec des fibres symétriques, et vous avez des espaces entre ces fibres. Alors vous pouvez faire des textiles extrêmement avec des mailles extrêmement serrées, mais il y a un compromis. Un masque, c'est toujours un compromis entre une respirabilité, elle est normée du reste, elle est normalement normée, entre une respirabilité et la capacité de filtration. Donc en bricolant des nouvelles normes, en fait, on a fait n'importe quoi. Ça marche pas. La fameuse dite norme AFNOR est une sous-norme FFP2 qui ne tient pas compte de plein d'autres choses, et notamment elle ne tient pas compte de 2 paramètres essentiels. Dont aujourd'hui, sur laquelle la norme FFP2 s'assied beaucoup aujourd'hui, c'est notamment l'étanchéité au visage. Un masque, un patron de masque, il est fait pour une morphologie de visage. Le patron des masques chinois d'IKN 95, il est fait pour un visage chinois. Ah oui, il y a encore des morphologies différentes. Quand on teste des masques comme ça ici, il y a des certificats de complaisance qui sont donnés par des organismes notifiés par l'Union européenne aujourd'hui, mais qui ne devraient pas avoir, parce que le taux de fuite est largement supérieur. Et en soi, voilà, du coup, ce compromis est cassé, parce que si vous avez quelque chose qui est très filtrant, donc il y a une résistance à l'inspiration et l'expiration, donc vous avez plus de fuite. Et donc le masque ne fonctionne pas. Et tout ça sont des choses, personne n'en a parlé. Et donc toutes ces imperfections ne sont pas quantifiées, et c'est pire encore que ça. Je veux dire, la norme pour les masques médicaux, les masques ou chirurgicaux, c'est la même masse, ce sont les mêmes masques, ces fameux masques plats là comme ça, est beaucoup moins exigeante que la norme pour les travailleurs civils, qui est la norme FFP1, FFP2, FFP3. Cette norme là pour les travailleurs exposés est beaucoup plus exigeante que ne l'est la norme pour les masques médicaux et chirurgicaux, qui ne testent que la filtration bactérienne, qui est un test de filtration qui est pour des énormes gouttelettes et des grosses particules que sont les bactéries, qui font 3 à 5 microns. Beaucoup plus grandes que les virus. Que le virus, qui est plutôt le coronavirus lors de son nanomètre. Et donc, et qui ne teste pas les fuites. Comme vous voyez, il y a des fuites partout, puisque c'est un truc plat. Il n'est pas accolé au visage. La tension des élastiques n'est pas normée. Vous voyez bien que la plupart sont très fragiles. Ces soudures à l'extraction sont extrêmement fragiles. Et donc, ce que portent les chirurgiens et les médecins depuis plusieurs dizaines d'années, qui venaient déjà de Chine, du reste de matériel à usage unique, qui vient beaucoup de la région de Wuhan, c'est très intéressant. Et donc, tout ce qu'on porte depuis des dizaines d'années, y compris dans les blocs opératoires, ce sont des normes extrêmement insuffisantes. Donc on n'a pas cessé de surréagir sur ces sujets. Non mais voilà, c'est-à-dire que le problème n'est toujours pas réglé. On a dire qu'on ignore largement ces problèmes normatifs, parce qu'ils n'arrangeraient pas les gens qui ont passé les commandes, notamment à Santé publique France, qui ont passé des commandes à des prix qui sont lors de 3 fois le prix que c'était pendant la crise, malgré la volatilité des prix. Les privés arrivent à se fournir à des prix au tiers de ce qui a été payé. Les livraisons ne sont pas toutes honorées à l'heure actuelle, parce que avec les Chinois c'est comme ça, vous devez payer rubis sur l'ongle, vous devez donner des avances, des acomptes que vous perdez s'il y a un conflit avec eux, etc. C'est très compliqué de faire le commerce international avec les Chinois. Eux-mêmes, il y avait des abus à l'époque, et la France a reçu 30% de matériel défectueux. Donc, ce qui n'est pas étonnant par rapport à ce qu'on voit dans d'autres carnets de commandes ici et là. Mais ça, c'est un scandale, je veux dire, c'est un scandale d'ordre de plusieurs milliards aux frais du contribuable et pour la santé du contribuable. L'Assemblée va se réattaquer à ce sujet, ou alors c'est circulaire, rien à voir, le sujet est clos, la commission d'enquête a fini son travail. Je répète qu'à nouveau, on a beaucoup de chance que ce germe ne soit pas si pathogène, parce qu'il tolère beaucoup d'erreurs. Vous savez, c'est comme les bons et les mauvais médecins. Alors bien sûr, ça peut faire la différence, mais un médecin, quel qu'il soit, il a de la chance que... En fait, c'est l'être humain qui se guérit tout seul. Le médecin ne fait qu'accompagner des processus naturels. Il accompagne un processus et il catalyse, il est une sorte d'enzyme dans ce processus, mais
le corps guérit par lui-même. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui, malgré une mauvaise prise en charge, vont guérir bien par eux-mêmes. Et c'est cette tolérance de la biologie qui est belle. Hein. Je veux dire, c'est la beauté de l'évolution et de la, excusez-moi, cet horrible mot, la résilience du corps humain. Mais cette capacité de régénération qu'a le corps humain, parce qu'on est pourtant très fragile, mais cette régénération permanente, elle est supérieure à l'intervention extérieure. Et heureusement que ce corps humain, finalement, si fragile soit-il, est assez solide et résilient. Je déteste vraiment ce mot. Depuis que M. Cyrulnik utilise ce mot, je déteste ce mot. Et donc là, heureusement, à nouveau, nous avons, heureusement que nous ne sommes pas aussi sensibles que ça aux erreurs politiques à grande échelle et aux erreurs au lit du malade de certains soignants. On fait tous des erreurs. Ce qui a marché, c'était malgré les décisions politiques, quoi. Alors, quittons un peu les sujets Covid pour... on l'a bien compris, dans cette crise, vous avez essayé de vous rendre utile, donc à la fois comme parlementaire, comme médecin, comme scientifique. Mais pour revenir à la politique, à votre mandat, vous avez été élu en 2017, député des Français de l'étranger pour la Suisse, avec l'étiquette En Marche. Et puis 2018, vous explosez en vol, entre guillemets, aux yeux en tout cas, vous apparaissez aux yeux du grand public, et en même temps, avec vos frasques Twitter et autres, vous êtes exfiltré du groupe En Marche. Est-ce que vous êtes amer de cet itinéraire d'un enfant gâté ou gâché, si l'on peut dire, vous est rendu peut-être moins capable de peser sur la scène politique nationale? Donc pour mon propre CV, c'était plus facile de rester calme et de conciliant. Je vous parle pour mon CV, de mon avancement politique. Ouais. Pourquoi j'ai pas choisi cette option, c'est parce que il faut comprendre que moi, quand je m'engage pour Emmanuel Macron, je le rencontre début 2016. Nous avons des amis communs à ce moment-là, et moi j'évolue déjà dans un monde où j'ai un tissu de relations plus que correct, qui est probablement du même niveau que la personne qui se présente comme candidat à ce moment-là. Qu'au niveau financier, oui, vous n'aviez pas d'intérêt personnel, en tout cas matériel ou carriériste. Au niveau de ma propre carrière, j'ai déjà plusieurs choix de carrière où je peux faire des choses, et j'ai déjà de la presse pour mon activité comme musicien, ou pour des spectacles que je crée, où on reçoit des subventions, on fait des choses intéressantes. Et là, ma fille est sur Suisse déjà depuis longtemps. Et au niveau médical et scientifique, il y a plein d'options. Et l'option imminente, c'est celle d'une carrière académique dans l'hôpital où je suis, ou dans n'importe quel autre hôpital, avec des carrières dans le public, pour moi, en Suisse, qui sont intéressantes, qui sont, disons-le, avec des revenus entre 400 et 500 000 francs annuels dans le public. Donc à peu près l'équivalent en euros, un petit peu moins. Un petit peu moins, mais largement la même chose. Et donc, je suis déjà comblé, puis j'ai une famille, tout va bien, les enfants, on est heureux, tout va bien, personne n'est en mauvaise santé, enfin, tout va bien. Oui, donc vous n'aviez pas d'intérêt personnel évident mais j'ai une à rentrer en politique. Oui, mais j'ai une frustration. Non, mais j'aime ça, j'ai un peu le virus. virus. Le goût de l'engagement. Oui, puisque j'ai fait des choses sur le versant humanitaire dans différents pays, au Moyen-Orient, dans les Balkans, en Afrique. Et à ce moment-là, je suis un peu frustré comme médecin voilà, excusez-moi madame, c'est le gel d'échographie, c'est un peu froid. Je dis ça 10 fois par jour. Alors oui, il y a 10 personnes heureuses quand elles ont été bien prises en charge, vous avez été empathique, vous avez été sympa, vous avez un diagnostic qui est plutôt bon. Je ne crois pas que les gens... je vois quelques mauvaises langues sur Twitter, y compris des gens qui utilisent des rapports de patients auxquels ils ont accès alors qu'ils ne devraient pas y avoir accès, et puis où ils donnent des noms et des noms d'hôpitaux sur Internet. C'est un peu non éthique et illégal. Mais je sais très bien que les gens n'ont pas à se plaindre médicalement de mon travail. C'est pas s'il y a une chose où j'ai à peu près sûr, on fait tous des erreurs, hein, et il y a un taux d'erreur incompressible qui est comme ça. C'est l'humilité que vous devez avoir. C'est pour ça qu'il y a des mécanismes de contrôle avec une autre paire d'yeux qui revoit des choses si vous êtes organisé. Bref. Mais à ce moment-là, je me dis voilà, c'est très frustrant de faire du bien à quelques vies, autant de créneaux d'une demi-heure que j'ai pour chaque patient par jour. Et cette routine-là, elle est aussi fatigante par rapport à l'ambition que j'ai de pouvoir aider plus de gens à la fois. Et à ce moment-là, je me dis, politiquement, c'est une façon de peser. Et donc, oui, ça fait déjà plusieurs fois, je me dis, pas question, donc se faire élire à une fonction suffisamment dirigeante est une bonne façon de faire.
Et voilà, à ce Mais en moment-là, étant devenu non inscrit, du coup, vous êtes devenu ouais, le député En c'est-à-dire que Marge, comme disait de toute un façon, titre on avait, d'article. oui, mais je veux dire, dans le processus, déjà, mon investiture, elle coulait de soi, et parce que ça aurait été très maladroit. Je m'attendais à ça au départ, mais j'aurais été très maladroit d'investir quelqu'un d'autre à ma place. J'ai fait un travail de fundraising énorme pour Emmanuel Macron, au moment donné où il n'avait pas d'argent. Hmm. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de capacité d'emprunt, les banques ne voulaient pas lui prêter. Et donc, il n'a pu commencer à emprunter qu'à partir du moment où il avait collecté un peu plus de 10 millions d'euros. Et donc, il fallait trouver ces 10 millions d'euros. Et comme c'est une campagne qui s'est faite, en tout cas de ce que j'ai vu moi, de manière très propre, avec les plafonds obligatoires, etc. En plein procès Big Malion, c'est bien de le rappeler. Non, mais c'est important, mais je veux dire, il faut Ouais. reconnaître aussi les choses. Je veux dire, il n'est pas il est de cette génération post-règles OCDE anticorruption, où les pratiques des politiques sont différentes. Et lui étant jeune homme au moment où il s'engage en politique, il est dans une situation qui de toute façon est celle qu'aujourd'hui on ne vit pas la vie des gens qui prenaient des manettes. C'est comme ça. Et moi, ce que j'ai vu, en tout cas de mon côté, la façon dont moi je procédais, c'est en respectant ces choses. Donc quand vous devez aller taper des gens qui vous donnent autant d'argent par tête de pipe, bon, sans avoir la défisque parce qu'ils vivent à l'étranger, il faut y aller. Je veux dire. Donc moi, je suis pas peu fier d'avoir participé à ce moment-là, mais je pense que c'est légitime à ce moment-là que c'est moi qui sois investi dans ma circonscription. D'une part, parce que je suis pas parachuté, j'y vis déjà depuis de très nombreuses années. D'autre part, parce que j'ai une légitimité, que les gens qui sont venus à ma table sont des amis, et pas des amis d'Emmanuel Macron, ou certains peut-être étaient les deux, mais à ce moment-là, je trouve que c'est légitime. Et donc, je trouve ça normal de continuer cette voie à ce moment-là et d'être élu député. Et aujourd'hui, vous arrivez encore à discuter avec Emmanuel Macron ou la ligne est coupée vraiment? Non, on a des discussions, mais ce sont des discussions qui sont à la fois régulières et exigeantes, et en même temps, voilà, je viens de présenter moi-même sous ma propre étiquette pour un mandat local des Français à l'étranger, contre des gens qui étaient tous sous des étiquettes de parti, juste avec mon nom, ma photo et ce qu'on a fait pour la circonscription. Il y a une reconnaissance du ventre qui nous a permis d'obtenir 2 sièges. Ça fait un peu plus de 11%, c'est-à-dire qu'on talonne LR, qui est quand même un parti important et historique, qui est juste quelques points devant nous. Nous empêchons tous les partis du centre de faire un siège, puisqu'ils sont à moins de 5% derrière nous, alors qu'il y avait une investiture UDI, Modem, Parti radical, et En Marche fait un petit 28%, qui est bien loin du 63 premier tour et puis 75 deuxième tour que je faisais en portant moi l'étiquette En Marche. Vous retenterez l'aventure en 2022 pour les députations, ou alors est-ce que vous allez basculer vers le Sénat, parce que vous avez mentionné à plusieurs reprises que vous avez lié de l'estime pour les sénateurs et qu'au fond vous aviez un peu un tempérament de sénateur? J'avais cette oui, parce qu'il y a, vous savez, c'est en même temps pas dévoyé qui se passe au Sénat. C'est-à-dire qu'il y a du respect pour des opinions diverses, plurielles, mais là où j'ai fait une erreur, je pense, dans mon appréciation du en même temps de la République En Marche et d'Emmanuel Macron, c'est que cette synthèse ne doit pas être faite trop tôt dans la proposition, dans l'offre qui est faite aux Français. En Suisse, il y a cette convergence des décisions dans tous les exécutifs au niveau local. Plus de démocratie directe. Oui, mais il y a un Parlement et un exécutif à chaque niveau, à la ville, au canton, à la confédération. Et donc, le gouvernement consensuel, il est là, avec des représentations des partis, il est là, proportionnel des partis, il est là à chaque niveau d'exécutif en Suisse. Et ça, c'est bien, mais c'est bien parce que la synthèse n'est pas faite trop tôt. C'est-à-dire, dans les urnes, les gens ont des opinions diverses, ils n'ont pas fait la synthèse avant. Oui. Donc, dans un en même temps macronien, la synthèse est faite trop tôt. C'est là où je me suis trompé. Je pense, dans mon appréciation de cette idée de fond, c'est qu'on ne veut pas confisquer la pluralité des opinions politiques trop tôt dans l'offre qui est faite aux Français. Vous ne pouvez pas leur dire, c'est bon, on a déjà fait la synthèse, il n'y a plus qu'à voter. Et pour nous, parce qu'il n'y a que nous, du coup. Oui. C'est là où il y a une confiscation. Alors, si on veut faire la démocratie, je suis pas sûr que la démocratie, elle est que des vertus, en tout cas sous cette vision dévoyée qu'on a aujourd'hui en 2021. Mais il faut respecter cette offre initiale. Et en cela, vous verrez bien peut-être sénateur, alors que le Sénat est la chambre du compromis, des sages. J'ai ma cantine dans un endroit où il y a beaucoup de sénateurs de LR historiques, et c'est vrai que ce sont les gens qui m'ont le plus aidé politiquement à Paris, les vieux députés LR et les vieux sénateurs LR, en étant avec un accompagnement, un partage d'idées, il y a de la sagesse. C'est des gens que j'ai pu rencontrer comme ça
dans la droite républicaine Ouais. d'avant. Du monde d'avant. Un monde qui est en train de se perdre, mais qui est très beau. Et c'est là où je garde des soutiens politiques et des gens qui continuent de me soutenir. Ouais. C'est très intéressant. Et pourquoi pas se représenter en 2022 comme député auprès d'eux? C'est pas impossible que je fasse le choix de me représenter à ma propre élection. Ouais. Ce Vous n'est avez pas encore tranché pas là-dessus. Obligatoire. J'ai toujours dit, y compris pendant ma campagne Oui, que vous auprès des pourriez Français, ne faire qu'un mandat. que je pourrais ne faire qu'un mandat. Et c'était sincère, parce qu'il y a plein d'autres choses qui m'attendent. Je veux dire, c'est des sacrifices pour ma famille. Je ne vois pas beaucoup les enfants. Ma femme a beaucoup de charges à cause de moi, alors qu'elle est surdiplômée, qu'elle pourrait travailler et faire des choses qui l'intéressent. Et tout ça, c'est compromis un peu à cause de moi et de mes obnubilations de vouloir aider ce pays qui veut parfois pas s'aider lui-même. Donc, si vous voulez, mais la solution de facilité c'eût été, en effet, de soit pas s'engager en politique et de faire des gros sous en faisant ce que j'aime, ou de faire la politique un peu plus mainstream en fermant ma gueule, en acceptant l'inacceptable de gens qui me convoquaient dans des... Quand je suis parti d'En Marche, je veux dire, moi j'ai reçu des convocations donc en conseil de discipline de quelqu'un qui n'était pas un modèle de féminisme, donc les leçons par rapport à Madame Benbassa. Oui, puisqu'on rappelle que vous avez accusé de propos sexistes à l'époque, oui, de écoutez, dérapage, de la part d'une dame de la part d'une dame qui participe à un lynchage d'une marionnette du président, alors qu'aujourd'hui l'extrême gauche s'offusque d'être attaquée symboliquement sur ce genre de questions de la même façon. Ces méthodes sont ignobles de toute façon, qu'elles viennent d'un côté ou de l'autre. Bon, après, la personne qui m'a convoqué était un peu sur la sellette pour des frasques sexuelles de façon non consentante. Il y a eu un petit micro-arrangement au sein de La République En Marche à ce moment-là, et donc cette affaire n'est jamais sortie, alors que Paris était largement au courant. Donc moi, je n'ai pas accepté de passer en conseil de discipline devant des gens qui prétendent incarner la vertu morale et qui ne l'incarnent pas à ce moment-là. Donc, votre rôle dans l'affaire Griveaux, c'est lié à cette histoire ou pas du tout? C'est encore autre chose. Non, c'est un rôle qu'on me prête. Alors c'est rigolo parce que ça fait peur aux gens qui politiquement veulent m'agresser. Attention, il y en a un qui a pas été maire de Paris à cause de ce monsieur. Bon. Ah, on vous prête un pouvoir de nuisance Oui, mais moi, j'ai exagéré? jamais demandé ce pouvoir de nuisance. Moi, à ce moment-là, on est quelques jours après mon annonce que j'aimerais aller à la présidentielle 2022. Ouais, on va en parler. Et ensuite, on me fait tomber ce truc. Alors, je suis pas. À nouveau, on va dire que je suis complotiste, mais d'un seul coup, ce truc me tombe dessus, comme si j'avais été je sais pas, comme si j'avais filmé, quoi. Enfin, c'est comme si c'est un truc assez hallucinant. À ce moment-là, ça vous est pas complètement tombé dessus. Vous avez été, un relais peut-être innocent. Tout Paris est au courant à ce moment-là. Tout le monde en parle. Les équipes de M. Griveaux en parlent partout. Moi, je suis partisan que lui s'annonce. Ils disent, écoutez. Oui, c'est moi. Maintenant, on parle de quelque chose de plus sérieux. Et on y va. Oui, mais derrière cette bonne intention affichée, vous avez quand même appuyé sur la détente d'une certaine façon. De l'information, en tout cas, d'un point de la rendre publique. Le tweet de Laurent Alexandre vient avant le mien. On a reçu récemment. J'ai lu le tweet de Laurent Alexandre. Et je lis d'autres messages d'autres gens. Et moi, j'ai pas de rapport avec les gens qui sont les fomenteurs de ce truc, donc je sais pas pourquoi ce truc m'est tombé dessus. Il y a eu aucune volonté de votre part de se venger à ce moment-là. Mais de venger de quoi? J'ai pas de mauvais souvenirs. De l'ostracisme dont vous pouvez être victime en étant isolé à l'Assemblée, par exemple. Mais pas à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, j'ai toujours en plus des relations excellentes avec le président, j'ai toujours des relations excellentes avec plein de gens à La République En Marche, un choix personnel où moi, ma voix se situe plus à droite et que je me sens plus à l'aise avec moi-même en assumant d'être un homme de droite, alors qui aime le social parce que j'aime m'engager pour les gens, mais bon, j'ai pas besoin de le crier sur les toits et de pas le faire, comme le fait la gauche. Et donc à ce moment-là, je suis heureux avec mon cheminement de politique, d'aller travailler avec des jeunes de droite qui, eux, sont intéressés par l'extrême droite, et je suis pas d'accord que ce soit l'unique voie qui doivent s'offrir à eux. Ouais. Il y a une carence d'une jeunesse. Vous vouliez offrir une alternative à Il y a une carence, il n'y a plus les jeunes pop de l'époque de Sarkozy, il y a plus le... Ils ont récemment élu un jeune président qui est plutôt de la droite du parti. Je vois ça, mais je sais bien comment la jeunesse de droite est aujourd'hui. Elle est beaucoup plus unie qu'on puisse le penser, depuis l'ex-génération identitaire jusqu'à l'UNI et jusqu'à des gens qui sont dans les partis de centre-droit. Mais il y a beaucoup plus
d'union des idées qu'on peut le penser, et c'est à la fois fascinant, à la fois effrayant. Ouais. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une alternative qui soit proposée, qui soit exigeante intellectuellement. Et moi, à ce moment-là, au moment où je pars, je veux dire, les frasques où je tweete des machins en pyjama avec des pluches, je veux dire, enfin, tout ça, c'est pensé à l'avance. Je veux dire, enfin, de toute façon, il y a prescription, donc à ce moment-là, je m'amuse beaucoup parce que tout est planifié. Il y a des contenus qui sont assez planifiés. Je m'intéresse beaucoup à ce moment-là je m'intéresse depuis toujours à la psychologie des gens, à la perception des gens. C'est l'histoire de ma vie, c'est ce qui me guide depuis mes 8-10 ans, je dirais. Et à ce moment-là, c'est très facile. Et la presse française est extrêmement susceptible de reprendre tout ce qui se passe sur Twitter si vous avez une audience. Et donc, oui, donc vous avez joué. L'étape 1 est de créer l'audience. Ouais. C'est ce qui vous rapproche peut-être de Laurent Alexandre. C'est le moment où créer l'audience, c'est le plus simple, c'est les forums de jeuxvideo.com qui vous ont beaucoup porté, à qui vous avez fait des clins d'œil réguliers. Oui, mais parce qu'au moment où vous créez l'audience, ça donne l'impression d'une audience énorme auprès des médias français qui se fient au nombre de likes et de retweets. Pour un politique, la plupart des comptes politiques achètent des abonnés. Il suffit de voir les analyses. Je veux dire, c'est une forte minorité, disons. Au pic, je sais pas, c'est 70 000 abonnés. Je suis en situation où tous les abonnés sont des vrais abonnés. Ouais. Et c'est intéressant parce que et à ce moment-là, il faut jouer avec un public, les messages que vous passez, comment vous les passez. Clairement, il est évident, et dans les interviews sérieuses que je donne à ce moment-là, il est évident que c'est une satire du milieu politico-médiatique parisien. Ouais. Et vous avez pris à son propre jeu, vous avez le sentiment. Mais je le dis, je m'en moque. Et j'expose même que j'utilise des méthodes pour pouvoir faire en sorte que les messages s'amplifient. C'est votre côté Trump un peu, et les gens qui a été puni par là où il avait péché en étant effacé de Twitter et Facebook. Ça marche tellement bien que les gens n'écoutent pas quand je dis c'est de la psychologie cognitive, ils s'en moquent et c'est drôle. Oui, mais vous vous y êtes un peu brûlé les ailes puisque vous avez. Non, c'est pas pourquoi faire à la fin des fins, comme je dirais l'autre, c'est pas que ça se réglera au sabre laser, ça réglera que moi ma vie sera toujours correcte. Vous aurez toujours vos passions. Mais non, mais voilà, tout va bien. Les armes, les Balkans. Mes passions, ma famille, oui, mais pas les armes comme les gens qui l'affichent de manière détestable aujourd'hui. C'est un peu bizarre. Un grand amateur de tir sportif. Je fais du sport, moi je fais de la compétition, c'est du dépassement de soi. C'est pas pour dire qu'on ça va symboliquement ou physiquement tuer des gens, mais c'est. Mais vous pensez pas que ça vous empêche à la longue de peser sur les sujets qui vous tiennent à cœur, que ce soit la santé, la sécurité, la défense. J'ai fait une période comme ça d'1 an volontairement. Ouais. Enfin, c'était une phase transitoire et maintenant c'est fini. J'ai dit, il y aura une prime, vous retrouverez, mais j'explique qu'il y aura une prime à la surenchère comme ça, après mon truc, et là on voit du mimétisme arriver, des gens Messia, et c'est la surenchère, ils ont tous à faire leur petit buzz, des petites vidéos. Vous avez été le premier troll. Maintenant vous avez Jay Barry qui fait une photo, une vidéo en vélo, vous avez Simi Hating, des rolling, des machins. En fait, ces gens, vous avez ouvert la voie. Ils font 2 ans, 3 ans après, des trucs que je fais à ce moment-là pour. Mais moi, je le fais comme une satire. Oui, vous êtes déjà passé à autre chose. Mais la satire devient la réalité. Mais ça, à ce moment-là, je le prédis. On est en pleine gorafisation du monde. Fin 2018, moi, je prédis que cette satire va devenir réalité dans le monde politico-médiatique français. Et de fait, sur ce point, vous aviez raison. C'est un fait. Et c'est un fait. Et en revanche, votre candidature pour 2022, c'est pas un jeu, ça tient toujours. C'est toujours une envie que vous avez d'offrir une alternative à ce duel c'est une envie utopique. Une envie utopique, d'accord. Une envie utopique parce que je suis quelqu'un qui suis conscient de mes limites. Il n'y a pas que ce qu'on décide de faire dans la vie. Moi, j'aime beaucoup les self-made, mais les gens qui se font tout seuls ont des fois aussi cette arrogance que j'ai peut-être eue et que j'ai perdue avec l'épreuve de la vie. C'est que tout ne se règle pas par votre propre volonté. Et une présidentielle, c'est la rencontre de quelqu'un qui a envie d'être président et d'un public qui a envie de ça. Et il y a une magie qui s'opère. Quand la magie s'opère pas parce qu'il y a des éléments extérieurs qui font qu'on ne veut pas qu'elle s'opère, ou des éléments intérieurs liés à la personne, ou au momentum qui n'est pas le bon, ça ne se fait pas. Donc, pourquoi vous voulez quand même porter une offre. Donc moi j'ai été rencontrer des élus locaux, mais là dans le cadre de mon mandat, pour prendre la température, pour savoir ce qui se passe en France, c'est marrant. Au moment, il y en a d'autres qui suivent mon exemple derrière, apparemment, parce qu'ils font des tours de France. Bon, moi, je me suis jamais fait gifler en promenant en France. Et là où et ce qui me plaît beaucoup, et moi, ce que j'adore, c'est que
j'ai mon petit milieu hyper protégé, de gens qui ont la réussite facile, qui sont des capitaines d'industrie, du business, j'ai des gens que je réunis au sein d'un think tank, qui est en fait un club où je réunis des gens, des gens de très haut niveau dans les GAFA, dans des entreprises du numérique ou du business asiatique. Il y a des gens il y a des gens du Moyen-Orient, du Proche-Orient, il y a des gens de partout. Ça vous a pas empêché de vous faire virer de Twitter? Non, mais je continue de faire. Moi, j'ai mes petits cercles et des choses où on réfléchit sur l'avenir de la technologie, la gouvernance. Je dirais, c'est mes petits Bilderberg à moi. Mais et ça marche très bien. Et ces gens m'ont jamais fermé la porte. Où je continue à vivre ma vie. Oui. Mais de l'autre côté, et là où je suis très heureux, c'est que je suis passé du moment où j'incarnais la République en marche heureuse à très vite quelqu'un qui était apprécié des petits, des gens qui ne sont rien. Ouais. Et ça a commencé en Marche, parce que chaque fois que je me suis présenté pour des postes de direction d'En Marche, je fais 18%, 2 fois, contre Castaner et ensuite contre Guérini, pour une élection qui était un peu courue d'avance et où ils étaient bien contents de trouver un adversaire. Pour la présidence du groupe. Ils étaient contents de trouver un adversaire. J'ai encore les fiches signées ah oui, on vous disait merci de te présenter. Ça, non, mais j'ai encore les parrainages signés de gens de l'équipe de Guérini, y compris de gens qui sont ministres aujourd'hui. C'est très drôle. Mais à ce moment-là, mais sauf qu'ils s'attendent à ce moment-là que je fasse 2%, 5%, que c'est la catastrophe. Sauf que je refais 18%. Ouais. Comme contre Castaner, par surprise. Et contre Castaner, je me présente avec la sœur de Cédric O. Tout le monde me pète un scandale. Cédric est en furie contre sa sœur. Bref, c'est très drôle. Et à ce moment-là, moi, je je refais 18% et je vois qui va voter. Il y a eu des députés En Marche qui voulaient pas de Stan Guerini, notamment ceux qui étaient dans l'équipe Persson à l'époque. Et puis, et donc clairement, qui votent pour moi à ce moment-là. Ouais. Et il y a autre chose, c'est que toutes les autres voix, je les ai des gens qui sont tirés au sort dans le conseil d'En Marche. Il y a des gens tirés au sort. Ouais. Et c'est que des gens de la province. Et j'ai plusieurs référents de province. Vous diriez que vous avez plus de connexions. J'ai la campagne avec moi. J'ai la Cambrousse avec moi. Vous avez grandi à la campagne. Et c'est là, je suis content. En Haute-Marne. En Haute-Marne, pardon. Entre Chaumont et Langres. Et moi, c'est ma vie, la campagne. Je vis au milieu de la nature avec l'ornithologie. Je faisais de la moto dans les bois. C'était ma vie, quoi. Et c'est ce qui manque à En Marche, à votre sens. Bah oui, l'ancrage. Non, mais c'est la vie dans les pieds dans la terre, pas l'ancrage à la terre. Et cet ancrage au réel, à la terre, et c'est pour ça que moi je tiens à une forme de conservatisme qui est attaché à la nature et à son respect. Vous aviez publié une tribune appelant une décennie libérale conservatrice. Oui, mais parce que pour moi, libéral, c'est juste la liberté de comportement individuel. Nous sommes des êtres déterminés dans un univers déterministe, mais on a une marge d'action où nos choix vont changer des choses à notre petite échelle. Et avec notre finitude biologique. Mais le conservatisme, pour moi, c'est pas de garder des moutons de poussière sur les armoires de mémé, c'est de respecter ce que la nature fait avec le temps. Ça prend beaucoup de temps, je veux dire. C'est pas parce que vous avez ça pendant 50 ans que ça fait une pression évolutive qui va changer vos gènes. Ça va même pas remodeler votre système visuel, ça marche pas aussi vite, vous voyez. Non, déplaise à Laurent Alexandre. Déplaise à Laurent Alexandre. Et c'est ça, mais je veux dire, et donc, quand on a des outils électroniques, ça devient, en fait moi j'appelle ça des prothèses. Donc c'est amovible et ça vient suppléer des choses que vous pouvez pas faire avec justement l'aspect fini dans l'espace et le temps de votre corps humain. Donc vous utilisez des subterfuges pour vous déplacer de manière ubiquitaire à l'autre bout de la Terre via Internet. Vous n'êtes pas tout à fait là, mais vous êtes quand même là. Il manque l'haptique, il manque le sens de retour de force, il manque différentes choses, mais la communication existe. C'est des prémices d'une présence comme ça, que c'est une forme de dématérialisation de soi à volo, mais il faut garder le fait du réel. Le fait du réel, c'est cette biologie qui évolue sur des milliards d'années et qui, de la sous-primitive à vous, aujourd'hui, être humain construit, a un truc qui est quand même assez optimal. Ça s'est optimisé avec le temps, c'était sélectionné avec le temps, et c'est pas si mal fait. C'est pas si mal fait, mais en effet, c'est peut-être par rapport à nos ambitions un peu fragile. Donc on a des ongles fragiles, on n'a pas des crocs énormes, donc on pallie avec des armes, avec des outils, et donc, mais on transforme pas la nature de l'homme. Donc, je ne crois ni à Neuralink, ni aux histoires de Laurent Alexandre. Excusez-moi, je me passe un petit peu pour comparer Musk à Alexandre, c'est un petit peu, pas déconner non plus. Pour finir, je voudrais justement, vous avez évoqué la finitude biologique, et je voudrais vous interroger en cette semaine où la loi bioéthique est revenue à l'Assemblée pour peut-être les dernières lignes droites de ces débats. Vous aviez publié il y a 1 an et demi environ une tribune que personnellement j'avais trouvée assez touchante, qui mettait en avant votre histoire personnelle puisque vous avez été adopté, et dans laquelle cette tribune s'intitulait « Voulons-nous réellement des enfants qui naissent sans savoir d'où ils viennent ?»
et vous interrogez, vous fustigez même, on peut dire, ceux qui veulent un enfant parce que j'y ai droit comme tout le monde, et qui, je vous cite, ne savent pas ce qu'est la souffrance d'un enfant qui cherche à qui il ressemble. Est-ce que vous êtes toujours, j'imagine que oui, sur cette position, et quel est votre regard sur cette loi bioéthique? Pour vous, on a oublié ce qu'est la finitude et on joue aux apprentis sorciers? Oui, parce que alors ma position, elle est pas alignée aux positions de la Manif pour tous. J'en fais pas une histoire religieuse. Ouais. Je crois à la valeur de la famille, parce que c'est bien d'avoir des conditions favorables pour grandir, etc. Mais chacun a ses histoires, avec des histoires compliquées, avec des couples qui se séparent, avec des couples du même sexe, et moi j'interdis pas aux gens de s'aimer. Je suis tout à fait, j'étais pour le mariage pour tous, j'ai même manifesté pour. Ouais. Mais je renie pas. Non, je renie pas ma position sur le mariage homosexuel. J'étais dans les manifs à l'époque où j'étais au PS, mais c'est pas parce que j'étais au PS. Je crois que les gens ont le droit de s'aimer, de sanctuariser leur union d'une façon ou d'une autre. Qui suis-je pour dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de s'aimer comme tout le monde? C'est pas. Oui, mais la gestation pour autrui mais par contre, l'extension de la suis PMA pas pour découle directement mais entre l'amour de deux personnes réciproques et consentantes et l'utilisation du corps d'un ou d'une autre pour satisfaire leur bonheur, c'est là où il y a un souci. Et l'instrumentalisation d'un autre être indépendant et pour assouvir son bonheur, ça fait partie de cette marchandisation de l'être humain qui me plaît pas. Il y a la question des origines, et moi c'était le sujet qui m'a touché le plus. C'est mon sujet pour PMA GPA. Je connais pas beaucoup de gens adoptés où les choses sont passées qui n'aient pas souffert ou qui n'aient pas eu sont un passées simplement et moi-même j'ai des moments où c'était difficile, mais quand je regarde autour de moi, je me dis quand même, je suis de ceux qui s'en sont largement le mieux sortis et qui ont le moins de problèmes psychologiques par rapport à leurs origines. Et c'est très difficile, c'est très difficile. Et pourtant, vous disiez dans cette tribune que rien ne comble. Ça vous empêchera pas d'être heureux. Vous trouvez votre façon, vous trouvez. Chacun porte sa croix de ses trucs exactement. Oui, mais moi je veux pas citer des gens qui sont des faussaires sur leur titre et sur les choses qu'ils ont soi-disant inventées, qu'ils ont jamais inventées, comme le mec qui vous dit qu'il a inventé le gel hydroalcoolique, on ne sait plus qu'il raconte qu'il a inventé l'agneau, et puis après l'eau, et puis après les gens qui vous disent qu'ils ont tel diplôme. C'est pour ça que je veux pas citer des Idriss Aberkan qui ont fait semblant pendant des années d'avoir le diplôme que j'ai, où je sais que je suis alumnus de l'école normale supérieure, et que je sais pas, il y a des gens qui veulent toujours s'amuser à modifier ma Wikipédia en disant que j'étais d'un master cohabilité. Et j'ai jamais été inscrit à l'université à Paris, hein. J'étais inscrit à l'ENS, que ça leur plaise ou pas. Ouais. Mais je suis pas normalien. Enfin, étudiant, oui, exactement. Non élève. Je suis pas, parce que ici on fait la distinction. Alors, je suis alumnus complet à l'école polytechnique à Lausanne, mais ici on fait la différence. Moi, je me pose pas de problème. Je n'ai pas de fierté spéciale à être ancien élève. Je m'en fous. Mais par contre, mon diplôme, il vient de l'ENS. Je dis pas rien. Moi, c'est que si ça leur plaît pas, c'est quand même comme ça. Je pouvais rentrer sur dossier parce que on a considéré que j'étais un être assez exceptionnel pour faire rentrer. Non, mais... Surtout modeste. Oui, extrêmement modeste. Et donc. Non, mais pour revenir à la PMA. Vous faites la distinction, vous, entre la capacité de tous à être heureux, quel que soit son itinéraire de vie, le saut à vouloir délibérément priver notre bonheur doit pas déborder doit pas préempter sur, ancrer déjà quelqu'un dans le malheur, un petit être qui va pas savoir d'où il vient, et un autre, et en plus que vous devez faire grandir dans une vie différente à d'autres égards, et j'ai vu des gens, j'ai vu des femmes qui veulent faire des bébés toutes seules, j'ai compris des gens que j'aime bien, il y a toujours un peu une volonté très égoïste dans le désir d'enfant, quoi, et c'est incontrôlable, il y a une espèce de pulsion intérieure mais c'est normal, c'est notre animalité qui revient, sinon on ne ferait pas de gosses, hein, déjà qu'on n'en fait pas beaucoup. Pourquoi ce serait plus égoïste que le désir d'un couple? Non, c'est pas plus égoïste. Mais ce désir de la PMA même au couple. Non, mais oui, mais c'est le désir de reproduction. Oui, mais écoutez, il faut bien mettre la barre à un moment donné. Ouais. Donc, il y a une question d'être raisonnable. Et je pense que quand on est dans une situation pathologique, vous pouvez, on peut accepter l'idée d'eux. Maintenant, en plus, ça prépare les gens à des parcours du combattant en particulier. Mais vous voyez, il y a une histoire de. Je suis de la maison, donc je vois bien, mais il y a une histoire où la franc-maçonnerie dite progressiste française n'a rien trouvé à inventer de marquant depuis, je sais pas, l'abolition de la peine de mort, des grandes choses comme ça. Donc c'est la surenchère. Mais cette surenchère aujourd'hui, c'est de dire quoi? On va avorter des fœtus au lieu d'avorter des embryons? C'est ce que c'est un progrès?
Il y avait des complications obstétricales chez les femmes catastrophiques après 14 semaines de grossesse. Et je vous parle pas des conséquences psychologiques. Et il y a des. Est-ce que c'est un progrès de dire on euthanasie les gens alors qu'on vous dit de l'autre côté qu'il faut les protéger par tous les moyens pour une pathologie qui tue peu? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Pourquoi sont-ils tous devenus fous, quoi? Et sur ce sujet GPA, PMA, c'est ce chameau qui met le nez dans la tente, puis qui finit par rentrer dans la tente et la faire tomber. Et là, le nez du chameau, c'est la PMA dite pour toutes, sous un prétexte égalitaire. Et derrière, c'est l'instrumentalisation du corps des femmes pour en faire une éprouvette, quoi. En attendant qu'on trouve le moyen de faire l'utérus artificiel. Et de continuer le déracinement de l'homme par rapport à sa nature biologique. Et cette technique d'apprenti sorcier n'apportera que des ennuis, puisqu'il se passe des tas de choses dans le processus obstétrical qu'on ne maîtrise pas, sur le développement cérébral, sur le développement humoral, hormonal. L'immunologie, vous voyez bien qu'on n'y pine rien. Il se passe des choses à l'œuvre. Comment explique-t-on les conséquences comme ça psychologiques sur le corps dans les maladies auto-immunes? On n'est pas assez modeste, et je pense à Mickey avec ses balais là, et j'ai très peur de ça. Et ce déracinement de notre nature, vous savez quoi, il est incarné à mon avis par justement cette dépolarisation politique aujourd'hui, parce que ceux en même temps pour dire on va s'entendre et gouverner ensemble, ça c'est intéressant, mais ceux en même temps pour dire on va lisser toutes les opinions divergentes. Il y a besoin de gens de gauche, de gens de droite. Ouais, bien sûr. Là, j'ai fait un acte manqué bizarre, j'ai dit de gauche, j'ai dit de droite. Je voulais faire l'inverse. Et donc, mais aujourd'hui, le fait de dire il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, je suis d'accord avec toi, puis je suis d'accord avec toi aussi. Le fait d'être d'accord comme ça avec tout le monde, etc., finalement, et aussi d'avoir une prime comme ça à la trahison pour neutraliser ses adversaires, on leur donne des postes. C'est machiavélisme un peu cynique comme ça. Il est la preuve d'une déshumanisation de la politique. Parce que si on n'a plus de valeurs morales que sont l'amitié, l'attachement, l'amour, et que c'est ces valeurs-là qui se retrouvent dans le choix des gens autour de soi, ou l'excellence, etc., eh bien, donc vous cassez la prime à la réussite parce que vous mettez des abrutis au pouvoir, parce que c'est juste parce que c'est des abrutis de circonstances qui vous permettent de neutraliser votre opposition. Au lieu d'avoir pris les compagnons de route, vous mettez des gens qui vous détestent comme ça, ils sont sous contrôle. Qui peut encore comprendre quelque chose, et que le compagnonnage, l'amitié, l'excellence, la réussite au travail, au mérite, et le lien entre les gens et les choses qui se construisent, qui sont l'empreinte comme ça, émotionnelle, empathique, qui peut croire encore que sont des vraies valeurs si la direction du pays vous dit l'inverse. Et donc, ces lois comme ça qui déshumanisent, mais en fait, elles sont dans le prolongement de ça. Et donc, moi, j'appelle à une repolarisation des choses. S'il y a besoin d'une opposition de gauche face à une droite, il y a besoin de gens qui pensent qu'il faut un État plus solidaire, et il y en a d'autres qui ont pensé que l'État doit juste être à sa place et laisser les gens libres par ailleurs. Et c'est pas dépassé tout ça. On peut faire la synthèse au moment de gouverner, mais après, il faut déjà laisser les gens s'exprimer et exister, sinon vous privez les gens de leur existence, y compris de leur possibilité d'évoluer d'une opinion à l'autre. Ce lissage, il déshumanise, il nie notre nature biologique, et pourtant on n'est pas une espèce de poulpe avec des doigts pour taper sur un ordinateur et insulter les gens, et on a une nature qu'on s'y reconfronte par la maladie et par plein d'épisodes de la vie. Ça nous fait tout drôle, mais c'est une corde de rappel, et cette corde de rappel, c'est la rappel à la Terre, à la réalité. Moi, je crois beaucoup à ça. Donc voilà. C'est une belle façon de boucler la boucle. La nature humaine et notre humanité à reconquérir vous a donc guidé à la fois dans votre mandat politique, dans votre approche raisonnée sur la Covid. Il y a un fil rouge et dans votre positionnement sur des questions comme celle de bioéthique notamment. Merci beaucoup Joachim Son-Forget d'avoir relevé le défi de la vérité. Merci à tous de l'avoir suivi sur France Soir. N'hésitez pas à réagir sur francesoir.fr dans l'espace des commentaires. Et merci à toute l'équipe de France Soir qui nous a aidé à préparer cette émission. À bientôt sur France Soir. Au revoir.